Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, franchement, représente une véritable révolution dans notre compréhension du corps humain, de la gestion du stress et même, plus largement, de la guérison émotionnelle. Oui, c'est vraiment un changement de paradigme total. Bonjour à tous, en tout cas, je suis ravie d'être là pour en parler. Au menu de notre décryptage d'aujourd'hui, on va parler de la fameuse théorie polyvagale, du rôle très mystérieux du nerf vague et de la manière dont de simples petits exercices physiques pourraient traiter l'anxiété, la dépression, les traumatismes et même offrir de nouvelles pistes pour comprendre l'autisme. Exactement. Et toute cette analyse, elle repose principalement sur un livre fondateur, celui de Stanley Rosenberg. C'est un thérapeute corporel qui a plus de 45 ans d'expérience. Son livre s'intitule « Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve », donc « Accéder au pouvoir de guérison du nerf vague » pour la version française. Ouais, et c'est un ouvrage qui s'appuie lui-même lourdement sur les travaux cliniques révolutionnaires du docteur Stephen Porges. C'est lui le créateur de cette fameuse théorie polyvagale. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de démystifier le fonctionnement de notre système nerveux autonome. On veut comprendre pourquoi un être humain reste parfois totalement coincé, genre vraiment bloqué dans des états de stress chronique ou de déprime profonde. Et ça, malgré tous ces efforts psychologiques. C'est ça l'enjeu principal en fait. Comprendre la mécanique derrière le blocage émotionnel. Et surtout, on va révéler un véritable bouton de réinitialisation biologique. Un truc accessible à tout le monde pour retrouver cet état hyper crucial qu'on appelle l'engagement social. Ok, décortiquons ça. Parce que pendant des siècles, la médecine a vu le système nerveux d'une manière extrêmement binaire. Absolument. Pour bien comprendre pourquoi les découvertes de Porges et l'application qu'en fait Rosenberg bouleversent des siècles de médecine, il faut remonter un peu le temps. Historiquement, et ça remonte littéralement aux observations du médecin grec Galien, il y a presque 2000 ans, la communauté médicale considérait le système nerveux autonome comme une simple bascule à deux états. C'est le fameux modèle classique qu'on apprend tous en cours de bio au lycée, quoi. Voilà, c'est ça. D'un côté, il y a le système sympathique, c'est notre accélérateur, la réaction de stress, le mode lutte ou fuite. Et de l'autre côté, on a le système parasympathique. Lui, il est censé être le frein, géré principalement par ce fameux nerf vague, et il est responsable de la relaxation, le fameux mode se reposer et digérer. Donc la logique était super simple en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Si on est stressé ou traumatisé, le moteur tourne trop vite, donc il faut juste se détendre pour activer le parasympathique et hop, tout rentre dans l'ordre. En théorie, oui. C'était l'idée universellement acceptée, sauf que ce modèle binaire posait un problème majeur dans la vraie vie, dans les cabinets de thérapie. Il permettait absolument pas d'expliquer pourquoi des techniques de relaxation très profondes, ça guérissait pas du tout la dépression sévère ou les traumatismes complexes ou les états de dissociation. Bah oui, parce que si la relaxation suffisait, on n'aurait plus de dépression depuis longtemps. Exactement. Et Rosenberg, il utilise une analogie parfaite pour illustrer ça. Il dit « Peu importe à quel point on est un excellent conducteur, on ne peut pas arriver à la bonne destination si on navigue avec la mauvaise carte. » Et pendant des siècles, la médecine a navigué avec une carte complètement obsolète de notre propre biologie. Et c'est là que la théorie polyvagale du docteur Stephen Porges entre en scène et redessine complètement cette carte. Ce que Porges a découvert, c'est que ce nerf vague, donc le 10e nerf crânien qui vagabonde du cerveau vers nos organes internes, il n'est pas du tout constitué d'un seul et unique câble. Non, pas du tout. Il possède en réalité deux branches distinctes. Et ça change absolument tout. Parce que ça crée non plus une bascule à deux états, mais une hiérarchie évolutive à trois circuits bien précis. C'est fou de se dire qu'on a loupé une branche entière d'un nerf aussi important pendant des siècles. C'est clair, et c'est la clé de voûte de toute cette approche en fait. Reprenons cette architecture à 3 niveaux, parce qu'elle raconte littéralement l'histoire de l'évolution animale à l'intérieur de notre propre corps. Je suis prêt. On commence par le bas de l'échelle ? Ouais. Tout en bas de l'échelle, on a le circuit le plus ancien. C'est le circuit vagal dorsal. C'est ce qu'on appelle l'ancien vague. Il est très primitif, il n'est pas myélinisé. Ça veut dire qu'il n'a pas de gaine protectrice autour de lui, donc les signaux y voyagent très lentement. On le partage avec presque tous les vertébrés, même les poissons sans mâchoire. Et il sert à quoi ce circuit primitif ? Son rôle est drastique. Quand on fait face à une menace écrasante, mortelle et qu'on ne peut ni fuir ni combattre, ce circuit s'active et provoque une immobilisation avec peur. C'est un arrêt métabolique massif en fait. C'est l'évanouissement, la dissociation extrême.
Ah oui, c'est purement biologique. C'est le reptile qui fait le mort en espérant que le prédateur passe son chemin, quoi. C'est exactement ça. Le mode survie de la dernière chance. Ensuite, au milieu de cette échelle évolutive, on trouve la chaîne sympathique vertébrale qui est apparue un peu plus tard. C'est le circuit de la mobilisation par la peur. C'est lui qui nous donne l'énergie explosive pour courir face à un danger ou pour nous battre, c'est ça. Le cœur qui bat à tout rompre, le sang qui va dans les muscles. Voilà, c'est l'adrénaline, l'action. Et enfin, tout en haut de l'échelle, c'est là qu'est la véritable révolution de Porges. C'est le circuit vagal ventral. On l'appelle le nouveau vague. Il est exclusif aux mammifères, il est situé à l'avant du tronc cérébral et contrairement au dorsal dont on parlait au début, il est myélinisé. Donc la communication électrique est extrêmement rapide. Et c'est lui qui gère notre sociabilité, non ? Oui, c'est le circuit de ce que Porges appelle l'engagement social. C'est lui qui permet de se sentir en sécurité, de se connecter aux autres, de jouer, d'avoir de l'empathie, de lire les expressions faciales sur le visage des gens. Et le point crucial, écoute bien, c'est que lorsque ce circuit ventral fonctionne bien, il inhibe naturellement les deux autres circuits de survie. Ah, donc il garde le monstre sous le lit bien endormi, en fait. Tout à fait. Il dit au corps, c'est bon. On est en sécurité, pas besoin de fuir ni de faire le mort. Mais c'est fascinant de se dire qu'on a littéralement les strates de l'évolution animale empilées dans notre tronc cérébral. On a le reptile, le lion, prêt à bondir, et le mammifère social. Tout ce même endroit. Mais la grande question, c'est comment notre corps décide de passer d'un état à l'autre au quotidien ? Qui est aux commandes de ce changement de vitesse ? Ce qui est fascinant ici, c'est le concept de neuroception. C'est un terme fondamental inventé par Porges. Contrairement à la perception, qui est en processus mental et conscient, genre qu'on se dit « tiens, ce chien a l'air un peu agressif », la neuroception, c'est un processus totalement inconscient et biologique. C'est comme un radar intégré. Exactement, notre système nerveux scanne constamment l'environnement 24 heures sur 24. Il analyse les visages des gens, le ton de leur voix, la posture et même l'intérieur de notre propre corps pour détecter des signaux microscopiques de sécurité ou de danger. C'est un radar de survie qui s'éteint absolument jamais. Donc, si je comprends bien, si ce radar de neuroception détecte un environnement sûr, des visages amicaux, une voix douce, c'est le circuit ventral de l'engagement social qui prend les commandes. On est détendu, la digestion se fait bien, on peut discuter normalement. Voilà, mais si ce radar détecte un danger, le circuit ventral s'éteint instantanément, c'est un réflexe automatique. On rétrograde d'abord sur l'échelon inférieur, donc le système sympathique. C'est le stress, l'anxiété, l'hypervigilance, on se prépare au combat. Et si ça suffit pas ? Si le danger est trop grand ? Eh bien, si la menace est perçue comme insurmontable, si le combat ou la fuite sont physiquement impossibles, par exemple lors d'un accident grave ou d'un traumatisme prolongé, on s'effondre dans le système le plus archaïque, le circuit vagal dorsal. Et là, c'est la déconnexion totale, l'apathie, l'engourdissement. Attends, si je suis bien ta logique là, t'es en train de dire que la dépression, ce serait pas qu'un état d'âme, mais juste un simple réglage physique du nerf vague. Que c'est une histoire de circuit dorsal bloqué. Ça semble un peu réducteur quand même, non ? Il y a une composante psychologique énorme à la dépression. C'est une excellente remarque, et c'est justement là que cette théorie bouscule complètement les dogmes psychiatriques. Ce n'est pas réducteur, c'est au contraire une explication évolutive très profonde. La dépression comporte évidemment une immense souffrance psychologique, on remet pas ça en question, mais l'approche de Porges explique que l'état physiologique sous-jacent à la dépression sévère, c'est l'immobilisation vagale dorsale, chronique. Donc le corps est physiquement en pause ? Le corps de la personne s'est mis en mode économie d'énergie extrême parce que, selon sa neuroception, il croit toujours être sous une menace mortelle. Le corps fait le mort. Et on ne peut pas simplement demander à quelqu'un de penser de manière positive pour le sortir d'un arrêt métabolique qui est dicté directement par son tronc cérébral. D'accord, je vois très bien. C'est le matériel qui bloque le logiciel en quelque sorte. On essaye de redémarrer l'ordinateur psychologique avec des thérapies par la parole, mais la prise de courant biologique est tout simplement débranchée. C'est une très belle image, c'est tout à fait ça. Et c'est là qu'on voit souvent une erreur de diagnostic tragique, particulièrement avec le trouble de stress post-traumatique, le TSPT. On voit quelqu'un qui a subi un trauma et on se dit systématiquement que cette personne est stressée, anxieuse, donc dans un état sympathique hyperactif. Ce qui paraît logique en apparence. Oui, sauf que de nombreux patients traumatisés sont en réalité coincés tout au fond de l'échelle, dans cet état dorsal.
Ils sont figés, apathiques, vides de toute énergie. Et si on traite ces personnes avec des médicaments stimulants ou certains antidépresseurs classiques conçus pour activer le système, on risque de simplement les faire remonter d'un cran, du dorsal au sympathique. Ah ouais, donc on les sort de l'apathie, mais on les plonge directement dans l'anxiété, l'agitation ou la colère. Exactement. Et sans pour autant restaurer la joie ou la capacité à se connecter aux autres. Tout simplement parce qu'on n'a pas réactivé le bon circuit, le circuit ventral tout en haut. Bien sûr, il est crucial de préciser ici pour ceux qui nous écoutent qu'il ne s'agit pas du tout de donner un avis médical sur la prise de médicaments. On explore simplement la mécanique du système nerveux telle qu'elle est détaillée dans les recherches de Rosenberg et Porges. Mais au-delà de ces états extrêmes de trauma, ce qui est génial, c'est que ces circuits peuvent aussi se mélanger au quotidien, n'est-ce pas? On n'est pas toujours à 100% dans un seul état de manière rigide. Ah oui, heureusement. Le système est d'une grande nuance. Il existe des états hybrides qui sont fascinants. Par exemple, prenons le jeu. Quand on joue au football ou qu'on chahute avec des amis, le rythme cardiaque s'accélère, les muscles sont hyper tendus, on est en pleine mobilisation. Donc, biologiquement, c'est le système sympathique. Mais pourquoi on ne ressent pas de la terreur pure ? Parce qu'on sait que c'est pour de faux, non? Oui, mais biologiquement, c'est parce que le circuit ventral de la sécurité est activé en même temps. Le regard de l'autre, le sourire, la voix, tout ça indique au cerveau on est mobilisé, mais c'est pour de rire. C'est de la mobilisation sans peur. C'est fou la précision du corps. Et à l'inverse, si on combine le système dorsal, celui de l'immobilisation, qui nous fait normalement faire le mort, avec le circuit ventral de la sécurité, qu'est-ce qu'on obtient? L'intimité. Voilà, le fait d'être allongé, totalement immobile dans les bras de quelqu'un qu'on aime en ressentant une paix immense. C'est de l'immobilisation mais sans aucune peur. C'est une mécanique incroyable. Et cette mécanique, elle s'applique aussi de manière très surprenante à l'autisme. J'ai vu passer la notion de Listening Project Protocol dans l'analyse. C'est quoi exactement ce truc? C'est une application directe de la théorie de Porges pour l'autisme. Chez de nombreuses personnes sur le spectre de l'autisme, l'incapacité d'engagement social est souvent liée au dysfonctionnement spécifique de deux nerfs crâniens, le numéro 5 et le numéro 7. Ces nerfs sont intimement couplés au nerf vague ventral. Et ils ont une fonction anatomique très particulière. Ils contrôlent de minuscules muscles à l'intérieur de l'oreille moyenne, comme le muscle de l'étrier. D'accord, je veux bien, mais quel est le rapport entre un minuscule muscle dans l'oreille et le fait d'avoir des difficultés d'interaction sociale? En fait, le lien est purement acoustique. Chez quelqu'un dont le circuit ventral fonctionne bien, ces petits muscles de l'oreille se tendent automatiquement pour filtrer et bloquer les bruits de fond de basse fréquence. Pourquoi on fait ça? Parce que dans la nature, au cours de l'évolution, les basses fréquences, c'est le bruit du prédateur qui approche furtivement. Ah ouais, le grondement sourd. Exactement. Et ce filtrage naturel permet à l'oreille humaine de se concentrer sur les fréquences moyennes, c'est-à-dire la bande passante de la voix humaine. Mais si ce système ventral est désactivé, ces petits muscles se relâchent, le filtre disparaît tout simplement. La conséquence, ça doit être un chaos sonore, non? C'est pire que ça. Les bruits de fond habituels comme le ronronnement d'un frigo, la clim ou le trafic routier au loin ne sont plus du tout filtrés. Ils envahissent littéralement le cerveau et résonnent comme des hurlements de prédateurs. Face à cette cacophonie terrifiante permanente, le réflexe biologique immédiat, c'est de s'isoler, de fuir le contact visuel et de se renfermer pour survivre à cette surcharge perçue comme une menace mortelle. C'est une perspective qui change complètement la donne. L'isolement, c'est pas un refus psychologique de communiquer, c'est un bouclier biologique contre un environnement perçu acoustiquement comme hyper agressif. Alors, la grande question qui se pose logiquement après tout ça, comment on peut savoir où l'on en est? Comment on teste cette fameuse fonction vagale, vu qu'elle est invisible à l'œil nu? Stanley Rosenberg, en tant que clinicien praticien, il propose plusieurs méthodes d'évaluation dans son livre. La méthode la plus documentée scientifiquement aujourd'hui, c'est la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC. Contrairement à une idée très répandue, un cœur en parfaite santé ne bat pas de manière ultra régulière comme un métronome. Pas du tout. Ah bon? On m'a toujours dit qu'un bon cœur était régulier. C'est un mythe. En fait, il y a de subtiles variations de millisecondes entre chaque battement. Ces variations se calment et s'accélèrent au gré de notre respiration. Le cœur accélère un tout petit peu quand on inspire et il ralentit quand on expire. Cette flexibilité, cette capacité à s'adapter en temps réel, c'est le marqueur direct et objectif d'un nerf vague ventral en pleine santé. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que
Mesurer sa variabilité cardiaque, ça demande souvent des applications, des montres connectées, de l'équipement. Mais Rosenberg décrit un test clinique d'une simplicité enfantine, qu'on peut faire chez soi sans aucun appareil. C'est le test de la gorge. J'adorerais que tu expliques ça parce que c'est super visuel. En gros, on demande à la personne de faire « Ah », c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. On utilise juste une petite lampe de poche, genre celle d'un smartphone. On demande à la personne d'ouvrir grand la bouche et de dire un long « A », exactement comme chez le médecin généraliste quand on a une angine. Ce qu'on observe au fond de la gorge, c'est le palais mou et la luette, donc la petite excroissance qui pend au fond. Oui, le truc qui bouge au fond. Voilà. Ces structures musculaires sont directement innervées par la branche pharyngée du nerf vague. Si le nerf vague ventral fonctionne parfaitement bien, lorsqu'on prononce « A », les deux petits arcs de chaque côté du palais mou doivent se soulever de manière parfaitement symétrique. Et la luette, elle, doit rester bien droite, bien au centre. Ici, c'est pas le cas. À quoi ça ressemble visuellement si ça dysfonctionne? Visuellement, si le circuit de l'engagement social est dysfonctionnel ou désactivé, on va observer une asymétrie très nette. Un côté du palais va se soulever normalement, mais l'autre côté va rester complètement flasque, un peu comme une paupière tombante quand on est fatigué. Du coup, la luette va être tirée sur un côté au lieu de rester bien sagement au centre. Si on observe ça, c'est le signe clinique incontestable que la personne est biologiquement bloquée dans un état de défense, que ce soit le stress sympathique ou l'effondrement dorsal. C'est quand même incroyable de se dire qu'on peut voir un état psychologique profond juste en regardant au fond d'une gorge. Et c'est là qu'intervient le concept le plus libérateur de toute cette approche, le fameux frein vagal. Porges explique que ce nerf vague ventral agit littéralement comme un frein de vélo. Quand on arrive à l'activer, il vient serrer la roue de la panique sympathique et il stoppe la chute dans l'effondrement dorsal. Il ramène tout le système à l'équilibre. Mais toute la question est là. On a un super frein, mais où est la pédale en fait? Comment on appuie dessus concrètement pour restaurer cet engagement social? Et c'est là que la pratique clinique de Stanley Rosenberg brille vraiment. Rosenberg, c'est pas juste un théoricien qui écrit des livres. Il a un gros bagage en théâtre expérimental, en thérapie crânio-sacrée, en rolfing et surtout en tai chi. Et du tai chi, il a tiré un principe fondamental. Utiliser une force de 4 onces pour dévier 1000 livres. Une approche tout en douceur donc. Exactement. Ça veut dire que pour réinitialiser un système nerveux traumatisé ou hyper vigilant, il ne faut surtout pas forcer. Si on manipule le corps violemment, le fameux radar de neuroception va détecter une attaque supplémentaire et il va se verrouiller encore plus fort. Rosenberg privilégie donc des interventions minimales, d'une douceur extrême qui envoient de puissants signaux de sécurité directement au tronc cérébral. Et son arme secrète, son outil principal qu'il présente, c'est ce qu'il appelle l'exercice de base. Alors j'ai lu la description dans nos sources, et franchement ça a l'air presque trop simple pour être vrai. Tu peux m'expliquer comment ça marche? Enfin, attends, avant de dire comment on fait, pourquoi est-ce qu'on commence par manipuler le cou? En quoi mon cou a un rapport avec mes émotions ou ma dépression? C'est une question d'anatomie pure. En cas de stress physique ou émotionnel prolongé, on accumule tous des tensions énormes à la base du crâne. Les deux premières vertèbres cervicales, C1 qu'on appelle l'atlas et C2 qu'on appelle l'axis, subissent alors une légère rotation musculaire. Elles se désaxent très légèrement l'une par rapport à l'autre. Le gros problème, c'est que cette toute petite rotation vient comprimer mécaniquement l'artère vertébrale qui passe juste à cet endroit-là. D'accord. Et j'imagine que cette artère nourrit une partie importante du cerveau. Elle irrigue directement le tronc cérébral. Et devine ce qui se trouve dans le tronc cérébral. Le point de départ du nerf vague? C'est ça. L'origine des 5 nerfs crâniens responsables de l'engagement social, y compris notre fameux nerf vague. Si la tension dans le cou réduit le flux sanguin vers cette zone, ces nerfs fonctionnent mal, on perd notre frein vagal et on reste bloqué en mode survie. L'exercice de base a donc pour but unique de relâcher les petits muscles sous-occipitaux pour réaligner doucement ces deux vertèbres et rouvrir le robinet sanguin. Ok, donc on veut détendre l'atlas et l'axis pour relancer le sang. Comment on fait ça de manière douce? Je visualise la scène. On s'allonge sur le dos, c'est ça? Oui, on s'allonge sur le dos confortablement, ou alors on peut s'asseoir bien droit. On vient croiser les doigts des deux mains et on place ses mains derrière la tête, au niveau de la base du crâne, juste pour soutenir le poids de la tête. On garde la tête parfaitement immobile, le nez pointé vers le plafond. Et là, c'est la vraie magie de l'exercice. On ne bouge pas du tout le cou. On tourne uniquement les yeux vers la droite.
le plus loin possible, sans forcer. Attends, pause. Bouger les yeux, ça répare mon cou. Comment c'est anatomiquement possible? Connecté aux petits muscles sous-occipitaux à la base du crâne. C'est un réflexe évolutif de base. Quand le regard se tourne pour observer quelque chose, le cou se prépare instantanément à suivre le mouvement. En tournant les yeux à l'extrême sans bouger la tête, on crée un étirement neurologique extrêmement doux. On maintient ce regard à droite pendant 30 à 60 secondes, parfois un peu plus, jusqu'à ce que le corps réagisse. Et quelle est cette fameuse réaction? Qu'est-ce qu'on attend concrètement allongé sur son dos? On attend un signe très clair de relâchement du système nerveux autonome. C'est purement physiologique, on ne peut pas le feindre. Ça va être soit un profond soupir involontaire, un bâillement très marqué, ou alors le besoin soudain d'avaler sa salive. Dès que ce soupir de soulagement arrive, ça signifie que la correction vertébrale et neurologique a eu lieu, le nerf vague est relancé, on ramène alors les yeux au centre, on respire un instant et on répète exactement la même chose en regardant vers la gauche jusqu'au prochain bâillement aux déglutitions. C'est quand même brillant d'ingéniosité. En sollicitant juste les muscles oculaires, on permet à C1 et C2 de reprendre leur place naturelle, sans aucun craquement de l'ostéopathe, sans aucune force. On relance l'irrigation et on active le frein vagal. Mais ce n'est pas le seul outil que Rosenberg propose. L'approche offre toute une variété de techniques pour débloquer différentes parties du corps. Par exemple, il y a les fameux exercices de la salamandre. Rien que le nom est génial. Ouais, les exercices de la salamandre, ça vise à libérer la colonne thoracique. On se met à 4 pattes ou sur le ventre et on effectue des mouvements coordonnés de la tête et des yeux en s'inclinant sur les côtés, un peu comme un reptile qui rampe. L'objectif profond ici, c'est d'aider la respiration. Quand on est stressé, la cage thoracique se rigidifie complètement. On a le souffle coupé, quoi. Exactement. Or, une cage thoracique bloquée empêche de prendre des respirations complètes et profondes avec le diaphragme. Et une respiration courte et superficielle, ça envoie un message d'alarme continu au cerveau via la neuroception. En assouplissant les côtes avec cet exercice de la salamandre, on permet à la respiration de s'approfondir naturellement, ce qui informe immédiatement le radar que le danger est passé. Tout est lié, c'est une boucle. Il y a aussi un travail fascinant sur la posture. On passe tous nos journées penchés sur des écrans de téléphone ou d'ordinateur, ce qui crée cette fameuse posture de la tête en avant. Et là encore, Rosenberg explique que ce n'est pas qu'un simple problème esthétique ou un banal mal de dos. C'est profondément neurologique. Tout à fait. Il cible la torsion des trapèzes en travaillant sur un autre nerf crânien, le 11e, qu'on appelle le nerf accessoire. C'est lui qui contrôle les grands muscles du cou et des épaules. Libérer cette zone avec ces exercices spécifiques, c'est littéralement enlever l'armure défensive qu'on porte sur nos épaules toute la journée. Et je dois avouer que mon exercice préféré dans tout le livre, c'est ce qu'il appelle le lifting naturel de 4 minutes. Quand on lit ça, on dirait un truc tiré d'un magazine de beauté, mais c'est hyper sérieux en fait. C'est même fondamental pour l'engagement social. Cet exercice consiste à utiliser la pulpe des doigts pour appliquer une pression extrêmement légère sur les fascias et la peau du visage. Le but, c'est de détendre toute la musculature faciale. Ce n'est pas esthétique, c'est pour stimuler nos fameux nerfs crâniens numéro 5 et 7. Ceux de l'oreille moyenne dont on parlait pour l'autisme. Oui, il gère aussi le visage. Quand on est bloqué en état dorsal, le visage devient figé, inexpressif, on a l'air d'avoir un masque. En détendant ces tissus, on redonne au système nerveux la capacité de générer des micro-mouvements faciaux. Et ces micro-mouvements, même s'ils sont presque imperceptibles, ils sont cruciaux. Ils sont la base de la résonance émotionnelle avec autrui. Sans eux, l'empathie et la connexion authentique avec un autre être humain sont biologiquement impossibles. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire si on prend un peu de hauteur sur toute cette mécanique complexe ? L'enseignement principal, c'est que notre bien-être émotionnel, ce n'est pas qu'une question de volonté de faire, de thérapie par la parole infinie ou d'injonction permanente à la pensée positive. C'est avant tout une mécanique corporelle très ancienne. C'est ancré dans notre chair. Voilà, ça se joue dans l'alignement de nos vertèbres, dans le flux sanguin vers la base de notre crâne, dans de tout petits nerfs de notre visage, et dans ce besoin évolutif, viscéral, de se sentir en sécurité. On ne peut tout simplement pas convaincre intellectuellement notre cerveau qu'on va bien si notre corps continue de crier que le prédateur est toujours là, tapis dans l'ombre. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est un message qui est profondément déculpabilisant pour les gens. Comprendre cette théorie polyvagale, c'est réaliser que les batailles contre l'anxiété sévère, la dépression tenace ou les envies incontrôlables de s'isoler, ce ne sont pas des défauts de personnalité.
Ce ne sont pas des manques de courage, c'est simplement la biologie qui fait son travail. Le corps essaie héroïquement de nous maintenir en vie face à une menace en activant des circuits qui sont vieux de millions d'années. C'est une réaction de protection qui a juste oublié de s'éteindre. C'est ça. Mais la véritable libération, c'est de savoir que ce système déréglé n'est pas une fatalité. Nous avons une capacité innée, purement mécanique, à nous auto-réguler. Savoir qu'on peut désamorcer un état dépressif dorsal ou une panique sympathique intense en bougeant simplement les yeux ou en assouplissant son cou, ça redonne un pouvoir d'action extraordinaire à chacun d'entre nous. Exactement. Le corps n'est plus cette machine mystérieuse et cruelle qui nous trahit sans prévenir. C'est plutôt devenu un instrument de musique légèrement désaccordé. Et grâce à ces recherches, on a maintenant le diapason pour le régler soi-même. Cela soulève une question importante pour conclure notre réflexion. Et ça me fait penser à la métaphore de l'hydre que Rosenberg utilise souvent dans son approche. Dans la mythologie grecque, l'hydre, c'est ce monstre terrifiant à plusieurs têtes. Et quand on en coupe une, 2 autres repoussent immédiatement. Une guerre sans fin, quoi. C'est ça. Et la médecine moderne opère malheureusement souvent de cette façon. Elle passe un temps infini à traiter des symptômes isolés. On va donner un médicament pour traiter la migraine, un autre pour soulager les maux d'estomac, un 3e pour calmer l'anxiété en journée, et un 4e pour réussir à dormir la nuit. On passe notre temps à couper des têtes. Sans jamais regarder le corps du monstre. Mais que se passerait-il si toutes ces têtes provenaient exactement du même corps dysfonctionnel, d'un système d'engagement social totalement désactivé et d'un nerf vague en berne? Et si, au lieu de mener une guerre chimique sans fin contre une liste de symptômes isolés, le grand secret d'une santé durable résidait dans notre capacité biologique la plus simple et la plus humaine, c'est-à-dire notre aptitude neurologique à nous sentir en sécurité dans notre propre corps et à nous connecter paisiblement les uns aux autres. C'est une piste de réflexion vraiment fascinante sur ce que devrait être l'avenir de notre approche globale de la santé. Une médecine qui ne cherche pas juste à supprimer ou anesthésier la maladie, mais qui commence fondamentalement par réparer notre lien au monde et aux autres. C'est une perspective qui change tout. À chacun maintenant de voir comment explorer et utiliser ces petits outils au quotidien. Un immense merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de notre propre biologie et à très bientôt pour un nouveau décryptage de nos sources.